Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de projets citoyens et de projets locaux. Comment faire bouger les choses dans votre quartier? Par exemple, vous aimeriez faire un potager partagé, trouver des solutions pour la mobilité dans votre rue, ou créer un grand compost pour tout le quartier. Bref, comment faire? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les quartiers durables citoyens, soutenus par Bruxelles Environnement. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quelle est la différence avec les autres initiatives citoyennes locales? On voit ça ensemble avec Carole, coach et coordinatrice de Quartier Durable Citoyen. Mais je pense que clairement, depuis le film Demain, il y a eu un boom. Bonjour Carole, comment ça va? Ça va plutôt bien. Alors, toi, tu coordonnes les appels à projets des quartiers durables citoyens. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement? Je travaille pour une structure qui s'appelle 21 Solutions. On fait de l'accompagnement d'entreprises et de l'accompagnement de projets citoyens et de participation citoyenne. C'est-à-dire qu'on accompagne tant des administrations, des politiques que des citoyens à mener des projets qui vont avoir un impact durable dans la ville, sur Bruxelles principalement, mais dans la ville de demain. Et ici, en fait, je viens parce que je coordonne et je coach dans le cadre de l'appel à projet Quartier Durable Citoyen, qui est un appel à projet de Bruxelles Environnement, dans le cadre d'Inspirons le quartier. Et donc, je coordonne cet appel à projet avec Fabrice Lesseux, qui travaille pour Bruxelles Environnement et qui coordonne Quartier Durable Citoyen et Inspirons le quartier. Qu'est-ce qu'on entend par un quartier durable citoyen? Qu'est-ce que c'est? Alors, un quartier durable citoyen, c'est déjà un groupe d'habitants, voilà, qui ont envie de se rencontrer, d'échanger et de mettre en place des projets durables et pérennes dans leur quartier. Ils ont envie de faire bouger les choses, d'améliorer les choses. Et chaque quartier durable va vraiment mener des projets qui sont en lien avec leur contexte local, leur quartier. Donc chaque quartier bruxellois est vraiment très différent, tant par sa mixité que par son contexte, la mobilité, les espaces verts disponibles ou non disponibles. Et donc voilà, nous on travaille on accompagne les quartiers en fait dans un processus qui dure à peu près 2 ans. On les aide en fait par des méthodologies et par des questionnements à pouvoir établir quel est l'état des lieux du quartier, quels sont les besoins du quartier et des habitants. Et donc on va vraiment les aider à pouvoir imaginer des projets, pouvoir envisager comment les mettre en œuvre, est-ce qu'ils ont besoin d'expertise, quel type de budget ils ont besoin, dans quel espace on les met en place. Si c'est un potager, est-ce que c'est un terrain communal, est-ce que c'est un terrain privé, et puis pouvoir rentrer en contact du coup avec les propriétaires du terrain pour passer des conventions par exemple. Mais avant tout, quartier durable citoyen, c'est une dynamique citoyenne, collective et participative, et donc on a la profonde conviction dans quartier durable que si le groupe n'est pas pérenne en lui-même, donc si la dynamique n'est pas pérenne, il ne pourra pas mener à bien des projets dans le temps et les projets ne pourront pas être pérennes eux-mêmes. Et donc on travaille vraiment fort sur cette dynamique de groupe avec les habitants afin qu'ils puissent trouver un mode de fonctionnement qui leur est propre et qui permet une participation et une mobilisation des autres habitants du quartier tout au long du processus qu'on mène avec eux, mais au-delà, parce que quartier durable citoyen, nous on les accompagne durant à peu près 2 ans, mais l'objectif c'est qu'en fait quand on est fini l'accompagnement, ils se sentent suffisamment outillés que pour pouvoir continuer, voire créer de nouveaux projets, aller créer de nouveaux partenariats. Ok, donc vous faites des appels à projets, mais ensuite c'est vous qui contactez les quartiers qui eux-mêmes n'ont pas encore de projet bien défini. Comment? Je comprends pas très bien. Alors, normalement, chaque année, à peu près chaque année, il y a un appel à projet qui s'appelle Inspirons le quartier, qui est lancé par Bruxelles Environnement. Donc il y a une communication qui est faite, et les habitants de la région bruxelloise sont invités, s'ils le souhaitent évidemment, à pouvoir envoyer une candidature. Et dans le cadre d'Inspirons le quartier, il y a différentes thématiques. Il y a potager collectif, good food, zero waste, énergie, quartier durable citoyen, compost collectif et nature et biodiversité. J'espère que j'en ai pas oublié. Et donc, à ce moment-là, les citoyens retournent vers Bruxelles Environnement et signalent que
ils aimeraient mettre en place quelque chose dans leur quartier. Certains arrivent déjà avec des idées très définies, et puis d'autres ne savent pas encore. Et donc là, on est les différents coachs des appels à projets, des thématiques, vont rentrer en contact avec les habitants pour pouvoir les aider à évaluer quel type de projet ils souhaitent faire ou non. Et donc, si c'est une thématique très précise, type compost ou autre, dans ce cadre-là, ils vont être amenés rapidement à formuler une demande de subside. S'ils ont une dynamique qui a un impact sur l'ensemble du quartier, qui est plus ouverte et qui peut rassembler différentes thématiques, alors dans ce cadre-là, on les réoriente vers quartier durable citoyen. Et donc, quartier durable citoyen a une ligne du temps qui est un peu différente des autres thématiques, parce qu'on commence l'accompagnement par 6 mois d'état des lieux. Donc en fait, il ne commence pas par rentrer une demande de subside, mais il commence par un coaching qui va les questionner sur qu'est-ce qui se passe dans le quartier, quels sont les soucis, quelles sont les choses qui fonctionnent bien, qui sont nos partenaires, qui sont les personnes qui ont envie de s'impliquer dans le quartier, quels sont les espaces à disposition. Et puis, du coup, suite à toutes ces questions, avec les réponses, on va essayer de les aider à rédiger une demande de subside dans lesquelles ils préciseront leur projet. Donc finalement, c'est comme s'ils ne savaient pas encore exactement quel projet ils voulaient faire. Ils savent qu'ils veulent faire quelque chose dans la commune ou dans leur quartier, mais ils ont besoin finalement de votre aide et encadrement pour comprendre qu'est-ce qui serait vraiment utile au quartier et comment entrer dans la dynamique pour le réaliser. Oui, pour quartier durable, on leur demande pas de venir avec un projet défini. Ils peuvent venir avec des idées. Parfois, c'est des idées déjà plus ou moins concrètes, et puis parfois, c'est juste, y a un problème de mobilité, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire. En mobilité, on peut faire 1000 choses différentes. En énergie, on peut faire 1000 choses différentes. Après, c'est vrai que s'ils veulent faire un compost, y a un compost, c'est un compost. On sait vers quoi on va. Et donc, nous, on n'est pas là pour... on va pas leur dire quoi faire. On est vraiment là pour les outiller, les questionner, les accompagner dans leur réflexion pour qu'ils puissent avoir des projets qui correspondent vraiment à leur capacité à porter un projet et leurs demandes. Et en fait, une fois qu'on a fini cette phase d'état des lieux qui dure environ 6 mois, alors ils peuvent rentrer ce qu'on appelle un dossier de demande de subside qui va passer dans le cadre du budget participatif des quartiers durables citoyens. Donc, quartier durable citoyen ne finance pas par un jury, mais par un budget participatif qui est composé notamment des anciens quartiers durables citoyens qui vont aider à l'analyse et à la décision qui va être prise concernant l'octroi des subsides ou non pour les demandes de projets. Est-ce que tu aurais un exemple de justement quartier durable citoyen que vous auriez ou que tu aurais accompagné ou guidé dans sa démarche? J'en ai plein des exemples. Quartier durable, ça existe depuis 2008, donc ça fait maintenant 12 ans. Hier, je me suis amusée à aller un peu regarder. Je pense qu'on a eu plus de 80 quartiers durables qui ont été à un moment ou un autre accompagnés. Et on en a encore plus de 70 qui sont actifs sur le territoire bruxellois. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Et moi, j'accompagne les quartiers durables depuis 2012. Donc il y en a beaucoup. Mais un qui t'a marqué, un qui t'a impressionné peut-être? Il y en a plusieurs. Il y a le quartier, par exemple, Josse-en-Eco, qui se situe à Saint-Josse et qui a son centre d'action principalement sur le parc Liedekerk. Donc Saint-Josse, c'est une commune qui a pas énormément d'espace vert si on compte pas le botanique évidemment. C'est fort enclavé, c'est un quartier qui est fort minéral. Et donc là vraiment le groupe de citoyens s'est rencontré autour du parc parce que c'est un peu le seul endroit où les mamans, les parents, les enfants peuvent venir pour avoir un peu d'espace vert, pour un peu se défouler. Ce qui est chouette avec ce groupe-là, c'est que c'est un groupe qui a vraiment saisi l'opportunité de rencontres agréables au parc pour faire connaissance et pour essayer de développer des projets en lien avec le quartier, avec le manque de verdure, avec le manque de sensibilisation aussi à la culture, aux espaces verts, à la propreté, ce genre de choses. Et donc, en fait, ils organisent l'ensemble de leurs activités dans ce parc, et chaque fois autour d'un goûter ou d'un brunch, même les réunions un peu plus
administratives sur la gestion des subsides qui sont pas toujours très funky, se passent toujours dans ce contexte-là. Et donc, ça leur permet d'avoir une vraie mobilisation parce qu'en fait, n'importe qui passe dans le parc va atterrir parfois dans un moment de réunion et va être invité à pouvoir y participer. Et donc, ce groupe s'agrandit et a des gens qui passent et qui viennent parce que la vie fait que les gens restent pas toujours dans le même quartier. Mais donc, ils ont une vraie capacité à mobiliser du coup des gens qu'on n'a pas spécialement par mail, par Facebook ou par le numérique. C'est assez compliqué. Il y a toute une série de personnes qu'on n'a pas parce qu'elles ne parlent parfois pas français ou néerlandais, parce qu'elles savent pas lire, ou tout simplement parce qu'elles sont complètement déconnectées du numérique. On sait qu'il y a des questions de génération, et puis même avec le numérique, on sait qu'on a moins les enfants ou les ados sur certains. Le mailing, ça parle pas aux ados. Même Facebook commence à ne plus trop parler aux ados. Et donc, le fait d'être dans un parc, ça permet d'être en contact direct et puis d'avoir un échange direct avec les gens. Et donc, ils ont une vraie capacité à mobiliser sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une plus-value. Et ça leur ouvre, du coup, une énorme mixité aussi, tant en termes d'âge, de profil, d'origine. Tout le monde vient au parc avec ses enfants. C'est le seul parc qui est dans le quartier. Donc, c'est pas très compliqué, quoi. Donc ça, c'est assez chouette. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place, par exemple ? Donc il y a un projet d'aménagement dans ce parc. Et alors, eux, du coup, sont vraiment rentrés en partenariat avec les commanditaires du réaménagement du parc pour que dans l'aménagement, on pense notamment aux activités de sensibilisation sur l'agriculture urbaine. Donc, eux, pour l'instant, ils ont mis en place des potagers mobiles en palettes. Qui sont plus de l'ordre de la sensibilisation. Donc, ils font les semis avec les enfants, ils ont monté les bacs en palettes avec une association locale et puis une école qui est en face, et des parents qui étaient là et qui étaient prêts à donner un coup de main. Et puis, ils s'occupent de la gestion au quotidien. Donc, les enfants, ça leur permet de voir pousser ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont planté, ça leur permet de l'entretenir, de voir comment ça naît une tomate, comment ça naît une carotte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont parfois fort déconnectés de ça. Et donc là, ça permet, dans un lieu qui est ouvert à tout le monde, de pouvoir assez facilement avoir accès à ça. Ils se questionnent aussi sur la récolte des eaux de pluie. On sait que on a des canicules très fortes, qu'il y a des moments où il y a des manques d'eau assez importants. Utiliser de l'eau de ville pour arroser, ça semble parfois un peu incohérent. Et puis aussi, ils ont fait des ateliers plutôt de sensibilisation autour de l'alimentation durable, tant sur des produits locaux et en circuit court, sur comment on peut s'alimenter. Et là, je sais qu'ils avaient fait notamment une animation pour les ados, comment je peux faire mon sandwich durable pour le midi, donc c'était assez chouette. Mais ils ont fait aussi des ateliers plutôt avec des invendus pour sensibiliser aussi à la récup. Tout ce qu'on jette dans nos poubelles, ça représente une quantité assez importante. Donc ça, c'est le genre de projet qu'ils ont pu mettre en place et qu'ils essayent de continuer à mettre en place dans le temps, au quotidien. Ok, super cool. Et alors je dirais, dans cet exemple que tu prends, comment est-ce que vous les avez encadrés et accompagnés dans le processus ? C'est moi la coach. Maintenant, ils ont fini l'accompagnement. Le groupe tourne toujours et est toujours actif. Mais donc, quand on a commencé, c'est vrai qu'il y a eu un peu un enjeu, c'était de trouver comment en fait les gens du quartier se rencontrent et comment les gens du quartier échangent entre eux. Et donc de trouver un peu leur mode de communication. Et donc c'est vrai que, je le disais, passer par les mails et tout ça, on s'est vite rendu compte que ça servait à rien. Si on voulait un contact plus numérique, en fait c'était plutôt le WhatsApp ou le SMS qui fonctionnait. Après sur les questions directes, c'était vraiment aller à la rencontre et s'ouvrir. Là, on a vraiment commencé directement avec des activités sur le terrain. Et donc là où nous, on les accompagne, c'est que nous, on va les aider à aller sur le terrain. Ça veut dire demander des autorisations souvent pour organiser. Donc nous, ça c'est un peu notre rôle, c'est de pouvoir les aiguiller en leur disant où ils peuvent aller pour demander des autorisations, qui contacter, comment faire, est-ce qu'il faut prendre une assurance ou pas, ce genre de choses. Donc ça, nous, on va les aider vraiment dans cette mise en place. On va les aider aussi sur la communication. Pour essayer de centrer. Souvent les quartiers ont envie de, quand ils communiquent la première fois par une affiche ou quoi, de tout mettre dans l'affiche.
Donc on essaye de leur expliquer que ça parle pas toujours. Le b.a.-ba de la communication. Voilà, on n'est pas des... c'est pas notre job que de s'occuper de la communication complète, mais voilà, on a les bases pour pouvoir les aiguiller. Et puis aussi les mettre, on est aussi là vraiment pour les aider à trouver des partenaires et pour pouvoir se mettre en contact. Donc une des choses importantes, c'est vraiment qu'ils puissent créer un lien tant avec l'administration communale et le pouvoir politique en place, parce que c'est important, c'est un partenaire potentiel qui peut les aider, tant par une mise à disposition de local que éventuellement parfois par des subsides renforts, il y a certaines communes qui font des photocopies, des affiches pour eux, et c'est beaucoup en fait dans cette aide au quotidien. Donc nous, on va aussi les aider à trouver les personnes avec qui se mettre en contact au sein de l'administration, pouvoir organiser des rencontres pour qu'ils puissent se présenter, expliquer ce qu'ils font, et puis les aider aussi à trouver éventuellement, comme je disais, des propriétaires des terrains sur lesquels ils voudraient avoir une action et pouvoir mettre en place des conventions, de partenariats pour qu'ils puissent mettre en place leurs projets. Donc voilà, ça c'est dans les premières étapes d'accompagnement. Et puis, avec le groupe même, on va vraiment les aider à identifier quels sont les besoins pour le projet et pour le groupe, et pouvoir essayer de définir avec eux des rôles et des manières de fonctionner, comment on prend une décision collectivement, comment on communique, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe des finances, voilà. Et on sait que certaines parties sont moins sympas. S'occuper des comptes, c'est souvent moins sympa que de s'occuper de faire les crêpes pour la fête, mais bon voilà, chaque tâche est importante et donc on va travailler avec eux justement pour essayer de définir des modes de roulement ou de fonctionnement différents. Alors quelle était l'idée derrière cette politique d'appel à projet quartier durable? C'est quoi l'idée derrière ce soutien des quartiers durables? L'appel à projet quartier durable évolue et se remet beaucoup en question, et Bruxelles Environnement tient vraiment à ce que ça reste un processus qui permette une remise en question et une évaluation et une évolution de l'appel à projet. Donc quand ça a commencé en 2008, ça fonctionnait pas vraiment de la même manière, parce qu'à l'époque on n'accompagnait que 5 quartiers par année. Maintenant l'appel à projet est ouvert et la sélection se fait, je pense que maintenant on accepte maximum 10 quartiers par année, donc voilà, on a déjà doublé. Et donc voilà, dès le départ, il y a eu cette volonté d'avoir vraiment un impact dans les quartiers pour que ça puisse contribuer à l'amélioration de la région bruxelloise. Il y avait vraiment une volonté aussi que ça soit des projets qui soient ouverts, qui se pérennisent et qui soient collectifs et participatifs. Donc ça, c'est les fondamentaux qui restent. Maintenant, là où ça a évolué, c'est que y a un dialogue très fort entre les quartiers et l'accompagnement des quartiers durables et Bruxelles Environnement. Et donc, au travers de moments collectifs, il y a des questions qui ressortent tant des citoyens qui ont été en accompagnement que de l'accompagnement sur comment ça fonctionne, est-ce que ça se passe bien ou pas bien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est notamment comme ça que, en 2013, il y a eu le premier budget participatif. C'est-à-dire les citoyens ont eu une volonté de prendre une part de décision dans l'attribution des subsides, c'est de l'argent public. Et donc, ils sont venus avec cette question, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le système de décision d'attribution des subsides? Et donc, il y a eu vraiment une réflexion qui a pris, je pense, 1 an à peu près, et qui a mené un budget participatif en 2013. Et donc c'était la première année où on avait en effet des quartiers durables citoyens qui participaient réellement, qui avaient une place et un pouvoir décisionnel dans l'attribution des subsides pour quartiers durables. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était le premier budget participatif de la région bruxelloise. C'était une enveloppe de 100 000 euros, ce qui était assez important à l'époque en tout cas. Et donc voilà, les citoyens lisent toutes les demandes de subsides, comme nous. Donc, donc il y a un conseil des quartiers durables citoyens qui va lire toutes les demandes de subsides et qui va se réunir pour débattre. Alors, on débat beaucoup dans le quartier durable, mais je crois que c'est comme ça qu'on refait un peu le monde aussi. Et donc, dans le conseil, il y a un représentant du cabinet ministériel, il y a un représentant de Bruxelles Environnement, un représentant de l'accompagnement, voire 2, ça peut être un coach et quelqu'un de la coordination, et minimum 5 quartiers durables doivent être représentés, qui ne remettent pas une demande de subside, bien évidemment, on ne peut pas être jugé partie.
Et donc voilà, ils jouent le jeu comme nous, ils ont voulu rentrer dedans, mais du coup ils jouent le jeu comme nous, ils lient parfois des dizaines de dossiers qui sont parfois très remplis. Donc c'est un travail vraiment conséquent, mais ils le font, ils s'investissent, et depuis qu'on est rentré dans un budget participatif, on se rend compte à quel point leur expertise est vraiment capitale en fait pour cette attribution de subsides, parce que ils ont mené des projets, ils les ont mis en œuvre, ils ont dû passer par des phases difficiles avec leur groupe, par des départs de personnes, par des mobilisations qui fonctionnaient moins bien, par des terrains tout d'un coup auxquels on n'avait plus accès, enfin ce genre de choses. Et donc ils savent aussi bien que nous quels sont les côtés positifs et négatifs qui peuvent se passer, et donc ils ont un regard qui est vraiment hyper pertinent lors de l'analyse, et ils amènent vraiment des réflexions et des questionnements qui permettent d'enrichir en fait les demandes de budget. On n'est pas là pour saquer des projets, c'est vraiment pas ça. Les débats qui se passent lors du conseil ont vraiment vocation à enrichir les projets, et que quand un quartier durable reçoive ou non sa demande de subside qu'il a demandé, il puisse avoir des conseils, des recommandations, et quand les subsides sont pas octroyés, en général, le conseil donne vraiment des pistes pour creuser, pour aller plus loin, explique pourquoi il n'a pas octroyé les subsides, et encourage le quartier à reprendre le travail pour pouvoir faire une demande plus tard. Donc est-ce que maintenant vous avez plus de projets de quartier durable qu'avant? Ou bien finalement c'est assez stable, chaque année il y a son lot de nouveaux projets qui arrivent, mais pas plus ni moins que les années précédentes? C'est un peu difficile à dire, parce que comme je disais au début, c'était cadenassé à 5 quartiers, donc on pouvait pas avoir plus. Mais donc voilà, après c'est certain qu'on voit que d'année en année, les initiatives citoyennes, il y en a de plus en plus. Elles passent pas toutes par quartier durable, et c'est pas grave. Je pense que chaque initiative citoyenne doit trouver en fait là où elle se sent bien. Je sais que tu as interrogé 1000 Bruxelles en transition avec Sébastien. Le réseau Transition a aussi des initiatives, et en fait on a des quartiers durables qui sont devenus initiatives en transition aussi, et puis il y a des initiatives en transition qui sont passées par quartier durable ou par Good Food ou par Zero Waste, et en fait c'est très bien comme ça. Et puis il y a des initiatives citoyennes qui ne passent jamais par aucun appel à projet, c'est leur souhait, ou par aucun type d'accompagnement ou de reconnaissance, et c'est pas très grave. Donc de manière générale, il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes, ou peut-être qu'on les voit de plus en plus. Finalement, il y a peu de différence avec les autres initiatives locales citoyennes. Quels sont les critères pour être un quartier local? Je veux dire, en plus du nombre de personnes impliquées, est-ce que c'est aussi la taille du projet? Voilà, on est bien dans une dynamique collective de quartier. Du coup, on leur demande également d'avoir un périmètre d'action qui soit de l'ordre du quartier, et pas d'une rue. Ça peut pas être juste une action sur un potager. Il faut vraiment qu'ils aient une ouverture à l'ensemble du quartier. Donc on va leur demander d'avoir un périmètre qui soit plus large que la rue. Et puis on a aussi la volonté du projet. Donc il faut que ça soit un projet environnemental, qui ait une implication environnementale, parce que c'est Bruxelles Environnement qui finance. Après, il faut aussi qu'il y ait une dynamique citoyenne, collective et ouverte. Et donc, quartier durable, c'est avant tout de la convivialité, des liens, de la solidarité, du social. Donc voilà, ça va être dans les critères vraiment qui vont permettre de commencer ou non un accompagnement. Après, il y a les critères sur lesquels le Conseil des quartiers durables va se baser pour pouvoir attribuer ou non des subsides. Et donc là, il y a deux types de critères. Il y a ce qu'on appelle les critères de recevabilité. Donc c'est les critères, si on ne rentre pas dans ces critères-là, déjà, en fait, la demande de subside ne sera pas analysée. C'est des critères que Bruxelles Environnement a mis en place afin de s'assurer que les projets puissent être pérennes et tenir dans le temps. Et donc, en effet, il y a un critère qui est déjà lié à l'environnement. Il faut que les projets soient en lien avec l'environnement, que ça soit l'air, la pollution des sols, l'eau, l'énergie, la mobilité. De nouveau, il faut que la dynamique, il y ait 5 porteurs, ça c'est aussi un critère de recevabilité pour les projets, mais que pour chaque projet introduit, il y ait au minimum 2 porteurs en supplémentaire. On sait qu'en fait, s'il n'y a pas minimum 2 porteurs sur un projet, plus des soutenants, le projet a peu de chance, enfin il suffit qu'il y ait une des 2 personnes qui se casse la jambe, ou qui, tout d'un coup, il y a un heureux événement, du coup, aura peut-être plus de temps pour le projet. Et donc, s'ils n'ont pas assez de personnes qui portent ce projet, on sait que le projet risque de se casser la gueule
Alors, un autre critère, c'est que les projets doivent être développés sur le territoire de la région bruxelloise. Voilà, ça paraît assez logique, mais bon, voilà, on le précise. Et puis après, il y a des critères. Enfin voilà, ça c'est tous les critères un peu Voilà, je vais pas tous les passer, il y en a quand même quelques. Et puis il y a les critères de sélection des projets. Et là, c'est vraiment là que c'est le plus intéressant, c'est qu'en fait, ces critères de sélection des projets, c'est ceux sur lesquels le conseil va se baser pour discuter. C'est des critères qui ont été par les quartiers durables citoyens et qui ont été validés lors de l'Assemblée générale des quartiers durables citoyens. Il y en a une par an. Et l'une des missions que cette Assemblée générale a, c'est qu'elle a pouvoir de décision pour émettre de nouveaux critères de sélection ou pour pouvoir en enlever. Et donc, voilà, ici, en fait, les grands principes sur lesquels ces critères vont se baser, c'est s'assurer de la pérennité dans le temps du projet. Et donc, quand on parle d'une pérennité, c'est tant sur le portage, l'ouverture, le lieu, mais également le côté financier, en fait. Est-ce que ce projet, dans le temps, aura besoin d'autres financements après le subside ? Donc voilà. Les bénéficiaires, on a dit, Quartier durable citoyen, c'est une dynamique citoyenne collective qui se veut être ouverte sur l'ensemble du quartier. Donc il faut qu'ils puissent nous montrer dans leur candidature qu'il y a une ouverture au quartier et que de nouvelles personnes peuvent intégrer le projet. Le portage, j'en ai déjà parlé. Les ressources, c'est ça, c'est s'assurer que les moyens humains mis en place pour porter les projets et la dynamique permettent cette pérennité. La pertinence, faire une demande de subside pour un compost dans un quartier, s'il y a déjà 20 composts dans le quartier, en fait, c'est pas très pertinent. Donc, on financerait pas ça, par exemple. Et alors, l'impact, on espère que les projets qui soient mis en place soient pensés pour avoir un impact sur le court, moyen et long terme dans le quartier et par rapport aux gens qui vont bénéficier à ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un peu les grands éléments. Ok. Alors, dernière chose que j'ai envie de te demander, du coup, c'est est-ce que tu aurais un message pour les auditeurs ? Est-ce que tu aurais envie de faire communiquer quelque chose, communiquer l'envie de créer un quartier durable ou un petit projet, ou de s'intéresser, finalement, quel message que tu auras envie de véhiculer ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est une première chose. Il ne faut pas grand-chose pour se lancer dans un projet de quartier durable. Peut-être qu'il faut juste de la motivation, de l'envie de rencontrer ses voisins, l'envie d'échanger, envie de faire la fête, parce qu'en fait, on le voit peut-être pas beaucoup, mais les quartiers durables citoyens, en fait, ils font énormément la fête, ils aiment boire des coups ensemble. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on change le monde et qu'on a envie de changer le monde et que tout d'un coup, des idées parfois farfelues naissent et en fait, parfois, un an plus tard, elles sont mises en place. Et donc, il y a des projets fous qui sont nés de quelques bières entre copains qui ont décidé de se lancer. Et donc, si les gens ont envie de se lancer dans le quartier durable citoyen, en fait, n'hésitez pas à ouvrir votre porte et puis à échanger avec votre voisin. Je pense qu'on connaît pas bien ses voisins et pourtant on a beaucoup de choses en commun et l'envie de changer son quartier, je pense que elle rassemble beaucoup de gens. Donc voilà, il faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres, d'échanger. Et puis peut-être juste nous on a eu un retour par rapport au confinement, à tout ce qui s'est passé de nos quartiers. Ça a été une période dure et on s'est rendu compte à quel point en fait le fait d'avoir déjà des groupes qui soient dynamiques, qui aient envie d'échanger, qui se connaissent et qui soient qu'il y ait déjà des échanges entre eux, ça a vraiment permis à plusieurs quartiers d'avoir une vraie résilience face à la crise et à pouvoir mettre en place des vraies actions solidaires dans des quartiers. Et ça, on se rend compte que ça a été vraiment un plus, et je pense que ça s'est fait dans toutes les initiatives citoyennes déjà existantes, mais voilà, c'est vraiment, pour nous, ça nous a démontré que ça avait vraiment un impact, que cette solidarité et que la mixité qu'ils pouvaient avoir au sein des quartiers. Et donc, ils ont vraiment répondu à des appels d'urgence de certains citoyens dans certains quartiers. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Carole, d'être venue aujourd'hui pour nous parler des quartiers durables. Et j'invite tout le monde, bien sûr, à se renseigner un peu plus sur les quartiers durables, à l'appel d'offres en cours si jamais ils sont intéressés. Et donc, pour ça, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner ? Donc pour se renseigner, il y a le site Inspirons le quartier, sur lequel sont regroupées les différentes thématiques, dont le quartier durable citoyen. Et puis il y a la page Facebook Quartier durable citoyen et la page Facebook Inspirons le quartier. Voilà. Et juste pour préciser, c'est
pas un appel à projet, c'est bien le budget participatif. C'est budget participatif, pardon. Ok, ben voilà, super. Et merci beaucoup encore une fois d'être venu ici pour discuter de ça. Merci pour l'accueil. À bientôt.